Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. Aujourd'hui, nous allons parler des pervers. Le pervers est-il parmi nous ? C'est la question que nous allons aborder avec notre invité, le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, et surtout répondre à une question : peut-on vivre avec un pervers ? La personnalité d'un être et ce qui le caractérise lui donne une identité et une enveloppe protectrice. Lorsqu'une personne est atteinte d'un trouble de la personnalité, elle donne à voir aux autres une image dégradée d'elle-même et en voulant se valoriser, elle accentue son entreprise de dévalorisation de la personne qui lui fait face. Les hommes sont souvent plus touchés que les femmes, et donc, ce sont surtout elles qui seront confrontées à ces êtres en souffrance qui cachent un mal-être psychologique profond. Alors, je me suis rendu compte que j'étais dans un mécanisme manipulatoire assez rapidement, puisque j'ai déjà connu ça auparavant. Il y a une peur qui s'installe, et puis on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, surtout des rapports, notamment un viol avec un manipulateur, donc de la pression psychologique. Au début, c'est sous forme de promesses, en fait, d'espoir dans une relation. Après, petit à petit, c'est de l'oppression. Et c'est oui, mais t'inquiète pas, je t'offrirai ça, t'inquiète pas, je serai là. Et ensuite, une fois qu'on est sous l'emprise, on y croit. Et après, c'est de l'oppression mentale. Docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des pervers narcissiques. C'est un mot fort, je devrais dire ce sont deux mots forts. On dit pervers narcissique, est-ce qu'on peut peut-être ensemble commencer par décrypter ces deux vocables ? Peuvent-ils vivre séparément ou est-ce qu'ils sont nécessairement toujours accolés ? Classiquement, pour être assez simple, on peut dire pervers en fait. C'est un comportement qui est reconnu dans la psychologie. On a un des penseurs, un des récents psychanalystes a rajouté narcissique. Mais classiquement, on parle de comportement pervers, qui est ce comportement d'une certaine façon dévorateur de l'autre. Le pervers, je l'ai dit, c'est plutôt masculin. Il y a aussi peut-être des pervers féminins, on le verra tout à l'heure. Oui. Mais il faut déjà comprendre que ce comportement a des causes, a des raisons. Il ne vient pas là par hasard. Ce ne sont pas des hommes peut-être qui ont des vies tout à fait classiques ou des comportements classiques. Est-ce qu'on doit les rattacher tout de suite à des souffrances qui auraient été vécues pendant l'enfance, des familles dysfonctionnelles, des traumatismes peut-être qui auraient été ressentis, des violences ou des abus ? Parce que l'enfant s'est peut-être construit une sorte de bulle dans laquelle il s'est enfermé et duquel il a du mal à sortir. Alors, vous êtes en train de poser des questions auxquelles personne n'a de réponse ou de réponse évidente. Il y a un certain nombre d'hypothèses. Je voudrais mentionner le fait que le terme pervers aujourd'hui n'existe plus dans la classification mondiale de psychiatrie. C'est un vrai sujet. Le mot pervers, avant cette mode ou cette banalisation, vulgarisation du terme de pervers narcissique, on considérait la personne perverse comme étant perverse sur le plan sexuel uniquement. Or aujourd'hui, on apprend qu'il s'agit d'une structure de personnalité particulière. Je ne suis pas psychanalyste, mais je m'inspire de la psychanalyse dans certaines situations et dans mon exercice. Effectivement, de nombreuses théories psychanalytiques disent que ce sont des personnes qui se sont arrêtées dans le chemin de développement entre le stade narcissique qui est celui de la proximité avec la mère et où l'objet d'amour ou le seul objet d'amour est celui de la mère et avant d'arriver à résoudre ce qu'on appelle le complexe d'Œdipe, le stade œdipien, c'est-à-dire se sortir de cette relation maternelle mère-enfant avec l'introduction d'une tierce personne. Donc, est-ce que ça peut être à l'occasion d'un trauma ? Est-ce que ça peut être à l'occasion d'une rencontre avec un pervers ? Est-ce que c'est à l'occasion d'une évolution ou d'une vie avec un père pervers, par exemple, ou une mère perverse ? Toutes les hypothèses sont possibles. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on n'arrive absolument pas à dire
comme d'autres personnalités qui sont dans les classifications classiques, soit américaines, soit dans la classification dans le discours psychanalytique français, on n'arrive pas du tout à, je dirais, combler toutes les inconnues de la personnalité perverse, de structure perverse. Ce que l'on sait, c'est un certain nombre de signes qui vont nous permettre effectivement de dire à la victime ou de dire lorsque l'on a une personne perverse, moi j'en ai eu dans mon cabinet, qui consulte pas pour perversion mais pour autre chose. Donc il y a un certain nombre de signes qui vous permettent de dire nous avons affaire à une personne de structure perverse. Il y a également des perversions de situation, mais des personnes de structure perverse et de prendre en charge leurs victimes parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. En fait, ça tient aussi de mon éducation, qui était très stricte et autoritaire. Donc quand j'ai rencontré mon futur mari, ex-mari, je pensais que cette autorité était normale, entre guillemets. Et il était humiliant. Mais bon, l'homme est plus fort que la femme. C'était l'éducation que j'avais reçue. Tout ce que je faisais était nul. J'ai rencontré des personnes assez connues, mais il m'a dit non, il veut coucher avec toi, il veut m'humilier, il veut simplement, il m'a cassé en permanence, même devant mes enfants, devant les gens. Par contre, devant le grand public, c'était quelqu'un d'adorable, profondément gentil. Quel gentil garçon, quel vraiment. Mais quand on quittait ce fameux petit comité ou la famille, j'en prenais plein la figure, pour rien. Comment ? Pourquoi tu as dit ça ? C'est nul ce que tu as dit. Pourquoi tu t'es maquillée comme ça ? Pourquoi tu t'es habillée comme ça ? T'es ridicule, vraiment t'es ridicule. Et puis en plus il avait un sourire presque, méchant, mesquin. Et ça a duré longtemps et c'est pour moi devenu une normalité. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'avais même plus le droit. C'est là que ça a déclenché, je n'avais plus le droit d'appeler ma famille. Si j'étais au téléphone, il me disait bon, tu arrêtes maintenant, tu fais à manger, occupe-toi des enfants, etc. Je n'avais plus le droit, donc j'ai raccroché, j'avais peur de lui. Alors pas une seule fois il a levé la main sur moi. Ce comportement de ce mari, il est peut-être pas rare, il est peut-être significatif, ou ce sont, comme vous disiez, quelques signes de ce pervers narcissique. Est-ce qu'il y a des marqueurs très précis que vous médecins, pouvez reconnaître ? On a évoqué, en sous-entendu, le charme, la séduction, la gentillesse, vis-à-vis d'un personnel ou d'un public qui n'est pas connu. Et puis, dans l'intimité du couple, là, il y a une autre manière de se comporter. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'attention. Il y a une parole qui est facile, mais qui est méchante. Le mot est revenu 2 fois. Jusqu'à peut-être mentir sur ce qu'on ressent. Soit la personne qui est la femme, soit l'homme qui ment sur ses propres sentiments. Et ce témoignage est effectivement extrêmement riche. Ce que je conclus de mes différents entretiens, c'est que la victime du pervers est la raison de vivre du pervers. C'est-à-dire qu'il vit de ce qu'il fait à sa victime. Il squatte d'une certaine façon sa tête, son esprit, il la vampirise. C'est une sorte de parasite. Il vit de la psyché de l'autre et des émotions de l'autre. C'est probablement une des raisons pour lesquelles, justement, les autres ne l'intéressent pas. Donc, il paraît très très bien sous tout rapport. D'ailleurs, on a énormément de faits divers nationaux et internationaux qui nous ont montré des hommes très très bien sous tout rapport et qui commettent des actes pervers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce sont des femmes, si on parle d'un couple homme-femme, parce que dans les couples homo aussi, il peut y avoir un pervers ou une perverse, dans le travail aussi d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que généralement, les pervers sont d'une certaine façon vides. C'est quelque chose, pourquoi est-ce qu'on a parlé de pervers narcissique ? Parce que dans les pathologies narcissiques, il y a la dépression. Ce sont des personnes qui ont un état émotionnel qui se rapproche de la dépression, qui sont comme dans une sorte de sensation de vide.
et ils captent assez rapidement leur victime qui sera toujours très vive, très dynamique, très joyeuse dans la communication, dans les relations humaines, dans la générosité, dans l'hyperactivité, dans la vivacité, etc. Et petit à petit, et il l'isole de ça, parce que c'est pour ça que j'utilise le mot de parasite. Vraiment, c'est assez spectaculaire dans l'évolution de ces relations. Et lorsque la personne arrive à la fin en vous disant « je me sens vidée ». Et en fait, quand vous lui posez la question, vous dites vous êtes vidée de quoi ? Donc elle vous dira « je suis épuisée d'avoir eu à surmonter, à... » Plusieurs m'ont dit, mes proches m'ont dit, ça c'est important, j'espère qu'on en parlera après, les proches m'ont dit, mais attention, il t'a isolé, mais attention, il te dévalorise, et moi j'ai cru que c'était vrai, que c'était comme ça, les relations de couple, etc. Et puis il me faisait du chantage, au suicide. Et quand vous lui dites, vous êtes vidé de quoi ? Mais j'ai plus d'amis, j'ai plus envie de rien, il m'a isolée. Mais il vous a... Comment vous étiez ? Vous étiez joyeuse ? Vous étiez... Oh là là, docteur, mais j'ai complètement changé. Avant, je riais tout le temps, je sortais, j'avais plein de coups de fil de plein d'amis, j'avais plein de projets. Et ce que vous me dites là, c'est qu'effectivement, je me sens comme morte. Il m'a tout pris, vous voyez ? Et je pense que les personnes qui vont écouter et qui ont été victimes, moi j'ai été victime de pervers dans le travail par exemple, enfin je pense qu'il y en a qui se baladent un peu partout, hein. Et ce sont des personnes, moi j'ai l'impression, un jour en lisant des choses sur la question, j'ai trouvé une explication très intéressante et que mes patients et mes patientes comprennent très très bien, c'est que ce sont des personnes qui sont à l'affût des failles, on a tous des failles. Et en fait, quand on est dans une relation normale, on échange entre nos failles, c'est donnant-donnant, c'est avec bienveillance, etc. Mais eux sont à l'affût de cette faille, mais c'est pour y rentrer et squatter votre personne. Vous voyez ? Et à partir du moment où il squatte votre personne, en fait, vous vivez plus que par lui. Vous avez peur d'entendre ses pas, vous surveillez les froncements de sourcils, vous surveillez la moindre intonation de voix, vous êtes tout le temps sur le qui-vive, vous avez toujours peur de mal faire la cuisine, en fait, la relation n'est plus du tout fluide. Et la personne pense que, une relation normale, c'est comme ça. Ou alors, elle le perdrait et sans lui, la vie ne serait pas possible. Et juste peut-être pour anticiper, il faut savoir que la période la plus difficile, la plus dure en fait, pour le pervers, mais aussi à vivre pour celle qui s'est défait du pervers, c'est la fin, c'est la séparation. Parce que l'addict à sa victime est sevré de sa victime. Donc la victime a compris qu'il fallait prendre sa liberté, mais celui qui avait l'habitude, le parasite, est sans son produit, donc il est en manque. Et donc, il va chercher à la relancer sans cesse. Et il faut qu'elle résiste, parce qu'il sait qu'elle est dépendante, il sait qu'elle va craquer, il connaît, il sait là où ça fait mal, il sait comment elle peut recraquer, sur quel sujet est-ce qu'elle peut recraquer. Et il va revenir. Et s'il est accompagné, elle ne va pas répondre. Et malheureusement, la seule solution pour elle de se débarrasser de lui, c'est que lui trouve une autre victime. C'était des rapports forcés, quoi. Des rapports sexuels forcés, plusieurs, des rapports bruts, selon ses envies à lui et pas les miennes. Il n'y avait pas de partage du tout, quoi. Il n'y avait pas d'échange, de partage. C'était vraiment par rapport à son désir à lui. Alors là, vous avez parlé des relations sexuelles qui sont difficiles. Vous avez parlé des femmes qui peut-être ont des faiblesses, des failles, vous avez dit. L'homme qui, en apparence est fort, a lui-même des failles, bien sûr, et des faiblesses. On va pourtant dire d'une personne narcissique qu'elle se croit au-dessus des autres. Et elle le montre avec force. Mais en vérité, elle a peut-être une
relation dévalorisante d'elle-même, mais qu'elle ne veut pas le montrer, surtout pas aux autres et surtout pas à sa compagne. Alors cette façade, ça sert à quoi ? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça a un lien effectivement avec cette sensation de vide, mais la façade, elle est aussi... là, je n'aurais pas de réponse, je dirais, psychodynamique ou psychologique exacte à vous donner, parce que honnêtement, on n'en a pas, mais je pense qu'il y a aussi un support social qui permet, vous avez parlé de pouvoir, vous avez parlé de puissance, ces signaux sociaux qui permettent aux hommes de se comporter comme ça. Et dans le dernier témoignage, il y a la notion de pouvoir et de se sentir de domination, mais c'est surtout le fait de faire des choses impunément, de penser que tout est permis. Là, je vais faire allusion à certaines personnalités connues qui ont osé faire un certain nombre de choses, pas seulement sur le plan conjugal, sexuel ou autre, mais même sur le plan, je dirais, financiers, politiques, etc., et qui ont eu des comportements de ce type où ils se croyaient véritablement au-dessus des lois. Et ce sont des comportements pervers, c'est-à-dire mentir les yeux dans les yeux en vous disant je n'ai pas ci ou ça, alors que en fait la terre entière le sait et que cette personne-là pense que elle continuera à le dire impunément. C'est un comportement de domination, c'est un comportement pervers qui est autorisé par le rôle que donne la société à cet individu. Et c'est la raison pour laquelle souvent on me dit mais est-ce que ça se traite un pervers ? Est-ce que ça se traite un pervers ? Jusque-là, comme je vous le disais, la notion reste floue. Et puis de toute façon, pour les pervers sexuels, il y a tout un tas de programmes qui sont évoqués, mis en place, etc. Mais des conduites perverses de ce type, en fait, la seule solution, c'est la justice. Y compris dans le cadre conjugal, un homme qui bat sa femme ou qui maltraite sa femme ou qui la disqualifie en permanence devant les enfants, etc. Ça finit généralement, quand ça finit bien, hélas, je dirais, même si le terme n'est pas adapté, ça ne peut se résoudre que par la justice. Est-ce que cet homme pervers narcissique se surestime ? Est-ce qu'il croit vraiment qu'il est puissant ? Parce que vous parliez de puissance et moi de domination. Est-ce qu'il a l'impression que pour réussir dans la vie, pour être ce qu'il souhaiterait être, il faut agir comme ça ? Alors, votre question, c'est d'une certaine façon, est-ce qu'il sait qu'il est pervers ? En fait, on ne sait pas s'il sait qu'il est pervers, mais en tout cas, il ne peut pas ignorer les dégâts qu'il fait autour de lui. Je ne saurais pas vous dire, et je crois que personne ne sait, mais il ne peut pas ignorer, et c'est parce qu'il en jouit que je pense qu'il ne peut pas ignorer. Mais il fait un déni de ses actes ou de ses paroles ? C'est une structure, ça se passe comme ça. C'est une évidence. Ça ose, comme dirait un certain scénariste. Ça ose tout. En même temps, ce comportement d'agressivité, c'est quand vraiment en face, la réponse n'est pas celle qu'il souhaiterait. Donc, en cas d'échec, il exagère, il va encore plus loin. Alors, au contraire, en fait, ce qu'il faut faire face à un pervers, c'est ne pas lui répondre, c'est ne pas monter dans les échelons avec lui parce que c'est de la jouissance pour lui, parce qu'il sait qu'il va gagner. Quand on est face à un pervers, on sait qu'on est perdant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que je dis à mes patients, c'est rendez-vous lisse pour qu'ils ne puissent pas s'accrocher. Il va dire c'était trop salé, le dîner était trop salé, je t'avais dit de diminuer. Elle va lui répondre mais j'ai diminué par rapport à la dernière fois. Oui, mais c'est pas assez. Mais jusqu'à quand tu veux qu'on aille ? Est-ce que tu veux que ce soit pas du tout salé ? Mais non, c'est pas du tout ce que je t'ai dit. Et en fait, ça n'en finit pas. Donc la seule solution, et surtout quand on est dans une démarche d'éloignement, de prise de conscience qu'on a affaire à un pervers qui nous démolit et qu'on commence à vouloir s'en sortir, la seule solution c'est de feindre l'indifférence. C'est extrêmement difficile de feindre l'indifférence parce que ce sont des choses qui vous font extrêmement mal. C'est une personne qui vous connaît par cœur. D'ailleurs, vous avez l'impression d'être une marionnette entre ses mains et de penser par lui. Et donc, il vous connaît par cœur et donc il va toucher à tout ce qui vous fait mal et c'est difficile de feindre que ça ne vous fait pas mal. Donc, premier exercice, faire comme si ça ne me faisait pas mal. Deuxième exercice, s'habituer à ce que, il radote. Et ensuite, faire le mur.
montrer un mur jusqu'à ce qu'il se lasse. Mais il va, comme on dit, s'il sort par la porte, il rentre par la fenêtre, il va essayer. C'est comme ces histoires qu'on connaît par cœur, de femmes battues qui essayent de s'éloigner de leur bourreau, et on voit la personne, le bourreau, se repentir, etc., mais revenir par tous les moyens, par leurs amis, par les parents des copains des enfants, la retrouvant devant le travail, en écrivant de temps en temps pour les anniversaires, des choses comme ça. Et là, parce que ce sont des moments où elle peut, je dirais, rechuter. J'avais l'impression que c'était une personne plutôt stable et droite dans sa vie, quoi. Et puis, au final, c'est une forme d'illusion, quoi, en fait. Donc, c'est un bel homme, grand, bien apprêté, qui parle correctement, qui donne confiance, on va dire. Son langage était rassurant et il avait l'air d'être quelqu'un qui se faisait respecter. Oui, je dirais ça. Quelqu'un d'assez sûr de lui, de déterminé aussi. Est-ce qu'on peut vivre avec un pervers longtemps ? Vous disiez que la seule façon de s'en sortir, c'était soit de faire le mur, soit de partir, si on y arrive. Tout accepter, c'est pas possible au bout d'un moment, car on se perd soi-même. La victime, elle n'existe plus par elle-même, elle ne se reconnaît peut-être plus, elle n'est pas reconnue par les autres, enfants ou famille, et surtout ne jamais pouvoir répondre ou critiquer, c'est très très frustrant. Oui, alors est-ce qu'on peut vivre longtemps ? Hélas, oui. D'ailleurs, vous me faites penser à une personne que j'ai vue récemment qui doit avoir 75 ans et qui m'a parlé d'une vie entière, de plus de 50 ans de mariage avec un homme qui l'a maltraité toute sa vie. C'est une femme qui est totalement détériorée, à la fois psychologiquement et physiquement. Oui, on peut, mais plus on en parle et plus les femmes sauront reconnaître, ou même les hommes, faut quand même le mentionner, pourront reconnaître cette douleur terrible que l'on vit avec une personne qui vous rabaisse tout le temps. En fait, c'est cette personne qui vous considère comme moins que rien. Ou est-ce qu'on peut essayer peut-être de réagir, de critiquer, de contredire ? Non, alors réagir ou contredire, je pense qu'on est perdant. Il faut quitter. Il faut, nous, thérapeutes, aider la personne à partir. On peut en mourir, en fait, de vivre avec un pervers. On peut en mourir de diverses façons. Cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, détériorée, elle est quasiment morte. On peut en mourir en se suicidant à petit feu, en buvant, en prenant des drogues, ou en se suicidant véritablement. Parce que c'est effectivement insupportable, parce qu'on n'est plus la même. Et je voulais juste dire un mot également sur les proches et les gens qui vous aiment. Parce que l'amour est important dans tout ça. Le pervers n'aime pas, il va lui dire mais je t'aime, reste, je t'aime. Le pervers n'aime pas, l'amour c'est autre chose, c'est le partage. Regardez dans le témoignage, la femme disait il ne tenait pas compte de ce que je voulais moi. Donc c'est le partage, c'est le respect de la liberté de l'autre, etc. Et je dis très souvent à mes patientes, lorsqu'elles sont en crise ou lorsqu'elles ont décidé de partir, que vous ont dit les gens qui vous aiment vraiment au sujet de cet homme ou de cet ami parfois, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, et donc elles ont évidemment terriblement honte parce qu'elles n'en ont pas tenu compte, mais elles me disent en fait depuis le départ on m'a dit non, il faut pas. Et aussi autre chose, elles me disent en fait depuis le départ j'avais moi ressenti quelque chose qui n'allait pas. Et je me disais ça va s'arranger avec le temps. Et donc je leur dis dorénavant, parce qu'on a eu le témoignage d'une femme qui a vécu 2 expériences, et c'est vrai que 2 expériences, une deuxième expérience, vous savez, l'attraper suffisamment tôt, je leur dis très souvent, à partir du moment où vous sentez que quelqu'un vous donne froid dans le dos, que vous n'êtes pas bien avec lui, pas à l'aise, que vous avez peur justement de ses gestes, de ses réactions, barrez-vous.
Vous le dites de certaine manière, en parlant du pervers et en parlant de sa victime, de sa compagne, qui a des moyens peut-être effectivement, c'est de fuir, c'est de partir, vous le dites, et puis peut-être d'essayer de se retrouver. En même temps, est-ce qu'on peut guérir un pervers ? Est-ce qu'il peut changer ? Est-ce que c'est vous, un médecin, qui peut l'aider ? Est-ce que c'est la femme, les amis, la famille ? Ou est-ce que c'est peine perdue ? Jusqu'à présent, c'est peine perdue. Je n'ai pas lu ou je n'ai pas discuté avec des collègues qui aient mentionné la guérison. Je vous ai dit, ça n'est pas reconnu comme une maladie, comme un trouble en psychiatrie, ça n'est pas mentionné. Je regrette que ce ne soit pas mentionné plus souvent dans les analyses judiciaires, par exemple les affaires judiciaires ou même les affaires politiques. Très souvent, on a très clairement affaire à un comportement pervers et le mot n'est pas prononcé. Jusque-là, je vous ai dit avoir reçu des patients pervers dans mon cabinet, mais c'était plutôt dans le cadre d'une manipulation pour justement par rapport à leur victime ou dans le cadre d'une manipulation à mon encontre. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse guérir un pervers dans la mesure où il viendra jamais consulter pour mal-être, ou alors un autre type de mal-être que vous pourrez éventuellement traiter. On en voit souvent dans le cadre des addictions ou des choses comme ça, mais le caractère précis de la perversion, en tout cas moi je ne saurais pas. Et je voulais revenir sur quand on quitte. Je faisais le lien avec les femmes battues où on estime à peu près au bout de 6 à la 6e ou 8e fois d'essai de partir, où on arrive à partir, à quitter. J'aimerais bien en fait savoir, lorsqu'il y a violence psychique, au bout de combien d'essais on arrive à quitter son bourreau psychique. Et c'est très très dur à évaluer, ne serait-ce que parce que souvent il n'y a pas plainte, souvent c'est parole contre parole, souvent c'est « oh mais tu dramatises », et puis la police, si on porte plainte, la police n'aura pas d'éléments concrets, voyez. Très honnêtement, pour être très très rapide par rapport aux personnes qui nous écoutent, encore une fois, ils sont plus forts que nous. Voilà, ils sont plus forts que nous. Feignant. Mais il était d'un certain milieu, les parents, chirurgien, cardiologue, le père ingénieur, le milieu social, on va dire, assez élevé, mais lui, soi-disant étudiant, diplômable depuis X années, il n'a jamais eu son diplôme, parce que je ne l'ai pas soutenu, soi-disant. Et j'étais très gentille avec lui. Quittais le matin pour aller travailler, et je lui laissais même ma carte bancaire. Et je lui disais, tu fais ce que tu veux. J'étais à sa merci, en fait. J'étais comme une esclave. Et je rentrais le soir, il était affalé dans le canapé, il regardait la télé, les journaux par terre, et il ne faisait rien jusqu'au jour où j'ai appelé ses parents très tard, un soir. Parce que quand je me mets en colère, c'est très rare, c'est une fois par an, peut-être. Mais là, ça a chauffé. Il y a donc un décalage entre ce que le pervers fait et dit, entre ce que la victime fait et dit, et ce décalage, on ne le perçoit visiblement pas tout de suite au début de la relation, ça vient peut-être au fur et à mesure, progressivement, et après, vous conseillez de quitter cet homme, de partir, mais sans montrer si possible ses faiblesses et sa dépendance, bien que le pervers... Il les connaît déjà. Voilà, il a déjà compris tout de suite. Oui. Alors, est-ce que ce sont des personnes extrêmement intelligentes, finalement ? Pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, on retrouve souvent des personnes, parfois, je dirais, frustes, parfois, dans leur comportement. Et ce qui est assez saisissant, c'est que, là, le témoignage qu'on vient d'entendre, il s'agit d'une femme d'un fort caractère, très active, magnifique, dont on n'aurait jamais pensé, on disait d'elle que c'était une grande gueule, quoi, dont on n'aurait jamais pensé qu'elle
pourrait se décrire comme l'esclave de quelqu'un qui, au fond, n'était pas spécialement brillant. En tout cas, de ce que je sais d'elle et de ce qu'elle m'a rapporté de ses comportements, je dirais c'est assez basique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la représentation du pervers diabolique qu'on voit dans les films, qui est en train de manigancer derrière son dos, etc. Le terrain est tellement facile pour lui. C'est tellement facile. Oui, on peut manipuler quand on connaît sa victime. Bien sûr. Mais il faut quand même une sorte de psychologie peut-être de base, mais... Oui, mais oui, tout à fait. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont tous idiots, hein, mais je dirais que c'est juste pour un petit peu se détacher de cette idée de celui qui est le grand stratège avec les yeux brillants, qui voilà, a 5-6 coups d'avance. Non, en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il se sent au-dessus de tout. Donc, parfois même, ce sont des choses qui se font dans l'immédiateté et qui n'a pas du tout anticipé et qui marchent quand même. Vous voyez ? Il y a des femmes perverses aussi. Alors, il y a des femmes perverses, effectivement. Alors, je dois avouer que les personnes perverses dont je parle et que j'ai vues au cabinet sont des femmes. Mais je vois davantage de victimes d'hommes pervers. Elles sont quand même plus rares. Certains psychanalystes ont d'ailleurs dit que la perversion était masculine, mais c'est vraiment à prendre avec énormément de guillemets. En revanche, oui, elles existent. Il y a des femmes qui sont structurées perverses, mais je vois davantage de femmes, comme je le disais, de comportements pervers dans une situation particulière, manipulatoire, avec les enfants pour des questions d'argent, ou au travail. Je vois oui, vous l'avez dit, c'est pas que familial, ça peut être professionnel également. Oui, voilà, les N+1, manipulatrices, vengeresses, je sais que ça existe. Vous avez dit que ceux qui viennent vous consulter, ce sont parfois des pervers, mais qui ne viennent pas nécessairement pour la perversion elle-même. Oui. Ce sont, ça, lorsque je parle des hommes, lorsqu'on parle des femmes, ce sont effectivement des femmes qui souffrent de la perversion d'un compagnon. Et puis, il y a peut-être aussi des familles ou des entourages qui viennent vous consulter. Alors oui, on vient me consulter des mamans de femmes me disent ma fille est en train de dépérir parce qu'elle vit avec un homme, ses enfants sont dans une situation désespérée, etc. Et très souvent les mamans, je ne sais pas si je vais tout à fait répondre à votre question, mais je pense qu'il faut le dire, les mamans sont extrêmement vigilantes lorsqu'elles ont compris que leur conjoint était pervers et qu'elles voient que les enfants commencent à avoir des comportements qui ressemblent à celui du père et elles sont tétanisées à l'idée que leur enfant ressemble au père. Et là, effectivement, c'est un chantier, je dirais, de prévention de la perversion. Je ne sais pas du tout si cette notion existe. En tout cas, elle devrait exister. Docteur, je vous remercie. On est allé presque au fond des choses pour évoquer le pervers ou la perverse. Non, on dit au masculin uniquement. On n'a pas nécessairement des pistes de guérison ou des pistes de solution. N'empêche que c'est un homme ou peut-être une femme qui est difficile à repérer, surtout s'il fait un déni de lui-même et de ses comportements, vous l'avez dit. On a donc peu d'armes pour lui venir en aide. La justice. La justice. Doit-on conseiller à ses proches, vous l'avez dit, de s'en détacher, de partir, de s'en éloigner? Ces personnes ne peuvent-elles vivre que seules dans une société qui ne les soutient pas? Mais vous le disiez, si ce n'est pas une victime, ce sera une autre victime, elles continueront. Ces questions n'ont pas toujours de réponse, ça vous nous l'avez bien dit, et le psychiatre est peut-être le seul qui peut les aider à vivre avec eux-mêmes, et encore, ce n'est pas tout à fait certain. Vous écoutez Bleu Dame, c'est présenté par Vicky Sommet avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, direction de production Marie-Hélène Cosset, réalisation Patrick Champré, studio Basement Production sur une idée de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, graphisme François Chantré. À très vite pour d'autres épisodes de Bleu Dame. Au revoir. Un jour, il était vraiment tellement odieux, méchant. J'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, et je lui dis, je préférerais que tu me frappes que d'entendre ce que tu me dis maintenant, mais bien sûr trop lâche, parce que ce sont des gens lâches.